la matinée à l'école élémentaire Lincoln commença par les bavardages joyeux des élèves de 2B, leur rire résonnant sur les murs de la petite classe. Pourtant, au fond de la salle, une silhouette mince était assise à l'écart, les épaules voûtées, la tête baissée, les mains cachées sous le bureau. Le silence de Clara contrastait fortement avec l'atmosphère animée qui l'entourait. « Clara, tu ne vas pas participer à l'activité de dessin avec les autres ?» demanda mademoiselle Martha en s'approchant avec une douce inquiétude. Clara secoua la tête sans lever les yeux, les lèvres pincées en une ligne tremblante. « Je veux juste jeter un coup d'œil rapide à tes mains, ça te va ?» répéta mademoiselle Martha. Clara secoua la tête plus fermement, ramenant ses mains en arrière, comme si elle craignait qu'elle ne révèle quelque chose d'indicible. Quand la cloche sonna, les enfants se précipitèrent dans la cour de récréation, le visage rayonnant de joie. Clara resta assise, les yeux fixés sur le sol de la classe, sa petite silhouette figée par l'inquiétude. Mademoiselle Martha soupira et se glissa dans le couloir où elle croisa Monsieur Michael, le professeur d'éducation physique, qui s'essuyait le front en sueur. « Clara ne va plus sortir ?» demanda-t-il, les sourcils froncés d'inquiétude. « Non » admit mademoiselle Martha à voix basse. « Elle ne participe jamais. Elle cache toujours ses mains sous le bureau. » Je commence à m'inquiéter sérieusement. L'expression de Michael devint grave. Moi aussi, je l'ai remarqué. Les autres enfants l'évitent ces derniers temps. Hier, quelqu'un l'a même traité de bizarre. Le cours de maths s'éternisait. Clara tremblait en se penchant pour ramasser un crayon tombé. Sa main effleura le bureau, et mademoiselle Martha aperçut quelque chose de sombre sous les ongles de Clara, du sang séché s'accumuler au bord de son petit doigt. Son souffle s'arrêta. À la fin de la journée, mademoiselle Martha s'attarda, espérant parler à la mère de Clara. Mais Isabelle était déjà à la porte, les bras croisés, impatiente. « S'il vous plaît, ne la retenez pas encore » dit sèchement Isabelle. « J'ai une garde de nuit à prendre. »« Juste quelques minutes, Madame Isabelle » supplia mademoiselle Martha. Clara n'a pas l'air d'aller bien ces derniers temps. Elle n'interagit pas avec la classe. Les yeux d'Isabelle se plissèrent. Elle a toujours été susceptible. Elle se ronge les ongles quand elle est anxieuse. Tous les enfants ne font pas ça. Sur ce, elle prit la main de Clara et s'éloigna, laissant mademoiselle Martha serrant son carnet contre elle, la peur au ventre. Le lendemain matin, pendant les travaux manuels, les élèves ont découpé des formes d'animaux en papier. Mademoiselle Martha a encouragé chaque groupe à tour de rôle. Arrivée au bureau de Clara, elle a constaté que la fillette n'avait pas touché à ses ciseaux. « Tu n'y travailles pas ?» demanda mademoiselle Martha. Clara hocha simplement la tête et fit glisser les ciseaux vers l'avant. Mais la lame glissa, lui entaillant l'index au milieu. Du sang jaillit instantanément, imprégnant le papier. Pourtant, Clara ne cria pas. Elle tremblait, couvrant la blessure de son autre main, comme terrifiée à l'idée que quelqu'un puisse la voir. « Michael, appelle l'infirmière, Clara est blessée » cria mademoiselle Martha. Quelques instants plus tard, madame Lucie Cooper, l'infirmière en chef, s'agenouilla près de Clara, pressant un linge propre sur le doigt ensanglanté. En le pensant, ses yeux s'écarquillèrent. « Il y a quelque chose de dur sous son ongle » murmura-t-elle à mademoiselle Martha, la voix tendue. « Il faut l'emmener à l'infirmerie principale. » À l'infirmerie, Clara était assise sur l'étroit lit de camp, le regard vide. Lucie commença doucement à retirer le bandage de son pouce. « C'est bon, ma chérie, je serai douce. » Mais Clara recula, les mains crispées sur sa chemise. « Non, ne regarde pas » murmura-t-elle, la voix creuse. Mademoiselle Martha s'assit à côté d'elle, la voix douce et posée. « C'est mademoiselle Martha. Personne ne vous fera de mal. Mais vous avez besoin d'aide, d'accord ?» Clara secoua la tête, une seule larme coulant sur sa joue. Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Martha, Lucie, Michael et le proviseur Davis se réunirent en urgence. L'atmosphère était chargée d'inquiétude. « Ces blessures ne sont pas arrivées aujourd'hui » expliqua Lucie d'une voix grave. « Plusieurs doigts présentent une infection chronique. Je soupçonne quelque chose d'incrusté sous ses ongles, peut-être du verre ou du plastique dur. » « Du verre ?» Les yeux de Michael s'écarquillèrent. « Si c'est vrai, » murmura Lucie, « ce n'est plus un simple accident. Nous devons transférer Clara immédiatement à l'hôpital pour enfants de Chicago. »« Je suis d'accord » a déclaré le directeur Davis. « Et nous devrions impliquer les services sociaux. »
Mademoiselle Martha jeta un coup d'œil au siège vide de Clara et ajouta, sa mère refuse sans cesse de la rencontrer, esquivant chaque conversation. Cet après-midi-là, Mademoiselle Martha appela de nouveau Isabelle pour lui demander de venir à l'école. Isabelle arriva près d'une heure en retard, l'air glacial. Et maintenant, demanda-t-elle dans le bureau du directeur. Madame Isabelle, commença doucement Mademoiselle Martha, l'état de Clara est grave. Elle a des infections et des corps étrangers sous les ongles. Je ne maltraite pas mon enfant, rétorqua Isabelle d'une voix sèche. Elle est juste sensible, les enfants se font du mal quand ils sont anxieux. Lucie intervint, nous avons juste besoin de votre permission pour la transférer pour un examen approfondi. Isabelle croisa les bras, le regard fixé sur la fenêtre. D'accord. Débrouillez-vous, j'ai du travail. Mademoiselle Martha regarda Isabelle saisir la main de Clara et l'emmener. Clara tressaillit sous l'emprise de sa mère, le regard implorant son secours. Le lendemain matin, un épais brouillard enveloppait la cour de récréation, mais dans la salle 2B, l'air était encore plus lourd. Mademoiselle Martha était assise à son bureau, observant Clara au fond, les mains cachées. « As-tu apporté ton artisanat d'hier » appela-t-elle doucement. Clara hocha la tête et posa une feuille pliée en deux sur le bureau, ses fins bandages toujours en place. « Ça fait mal » demanda Mademoiselle Martha d'une voix douce. « Oui » murmura Clara, sans quitter le journal des yeux. À la récréation, les autres enfants se précipitèrent dehors, laissant Clara seule. Un groupe de camarades, Anna, Laura et Charles chuchotèrent et rigolèrent. « Ne t'assois pas près d'elle, elle pourrait recommencer à saigner » ricana Charles. « Cette fille bizarre » ajouta Laura, cruelle. « Ses ongles sont dégoûtants. » Mademoiselle Martha intervint d'une voix sévère. « Charles, Laura, Anna, venez ici maintenant. Pas de harcèlement. Si ça recommence, j'appelle vos parents. » Ils marmonnèrent des excuses et se dispersèrent. Mademoiselle Martha se tourna vers Clara. « Je suis désolée, Clara. Je ne les laisserai pas te faire de mal. » Clara parvint à hocher légèrement la tête. « Je vais bien » murmura-t-elle. Mais 10 minutes plus tard, pendant le cours d'art plastique, la chance tourna pour Clara. Alors qu'elle essayait de découper une forme, les ciseaux glissèrent et lui entaillèrent l'annulaire. Du sang jaillit, imbibant le papier en dessous. Mademoiselle Martha a crié tandis que la classe tombait dans un silence stupéfait. Une fois de plus, Clara ne pleura pas de sanglots, pas de gémissements. Elle tremblait seulement, ses doigts fins se retirant tandis qu'elle couvrait instinctivement la blessure de son autre main. Un cri d'alarme parcourut la classe. Une petite fille hurla, « Du sang ! Du sang !» Michael bondit en avant. « Que s'est-il passé » s'écria-t-il. Mademoiselle Martha, appelez l'infirmière Lucie, Clara est encore blessée. Quelques minutes plus tard, l'infirmière Lucie Cooper arriva, accompagnée du jeune médecin de garde au poste de santé de l'école, le docteur Peter Miller. Peter enfila une paire de gants et libéra délicatement la main de Clara. Un mince filet de sang noir luisait sur son doigt. « Il faut désinfecter et examiner cela plus attentivement » dit-il d'une voix basse et calme. « Je vais l'emmener à l'infirmerie. Mademoiselle Martha, pourriez-vous venir avec nous » Les yeux de Clara brillèrent d'une lueur suppliante. « Je viens avec toi » murmura-t-elle. Martha n'hésita pas. Ensemble, elles parcoururent les quelques pas qui les séparaient de l'infirmerie de l'école. Sous la lumière blanche et crue, Peter posa la main de Clara sur un plateau métallique stérile. Il fronça les sourcils et fit un signe à Martha. Se penchant, Martha vit que la coupure était plus qu'une simple entaille, elle était monstrueusement enflée. Avec une pince à épiler délicate, Peter retira la peau déchirée. Un filet de pus jaune, mêlé de sang, s'écoula. « Je vois des fragments » murmura Peter, la voix tendue. Quelque chose comme du plastique dur ou de minuscules éclats de verre. Il souleva un éclat scintillant, d'accent grave peine 2 mm de long. Clara ferma les yeux, des larmes creusant des sillons sur ses joues. « Ça fait mal » demanda-t-il doucement. Clara secoua la tête. « Ça va aller » parvint-elle à dire d'une voix à peine audible. Peter pinça les lèvres. « Ce n'est pas normal. Ces objets sont incrustés depuis un moment. » Les mains de Martha tremblaient. « Pourriez-vous me rédiger un rapport ? Je dois en informer le directeur. »« Bien sûr » répondit-il. « J'alerterai également l'hôpital principal si la situation ne s'améliore pas. »
De retour au bureau, Martha raconta l'incident au directeur Henry Davis, à l'infirmière Lucy et à Michael. Clara ne montre aucune réaction douloureuse, rapporta Lucy. Elle tremble et cache sa blessure, comme si elle craignait que quelqu'un ne la remarque. Il faut appeler sa mère immédiatement, déclara Henry. Isabelle arriva 30 minutes plus tard, son entrée aussi froide et abrupte qu'une rafale de vent d'hiver. Et maintenant, s'exclama-t-elle en croisant les bras. Maman, Clara est gravement blessée, dit doucement Martha. Le médecin soupçonne la présence de corps étrangers sous ses ongles, qui sont là depuis un certain temps. Isabelle ricana. Tu crois que je cache des couteaux chez moi pour la torturer? Clara se rongeait toujours les ongles et y mettait des objets. Elle est anxieuse, obsédée. Ce n'est pas nouveau. Elle n'a pas réagi à la douleur, insista Martha. Au contraire, elle cache ses blessures. Lucy se pencha en avant. On a trouvé du pus et plusieurs couches d'infection. Ce n'est pas un simple rongement d'ongles. Et maintenant, vous êtes tous médecins, ricana Isabelle. Non, dit Martha fermement, mais le docteur Miller a fait ses constatations et transmettra le rapport. Henry ajouta, nous ne voulons que le bien de Clara. Si vous êtes d'accord, elle devrait se rendre à l'hôpital pour enfants de Chicago pour un examen complet. La voix d'Isabelle se figea. Je dois encore travailler. Fais ce que tu veux, mais ne m'appelle plus pendant mon service. Elle tira brusquement le bras de Clara, provoquant un hoquet de terreur chez la petite fille. Martha s'interposa entre elles. Clara doit rester quelques heures de plus. Le médecin doit la surveiller. Les yeux d'Isabelle se plissèrent. Vous essayez de me prendre mon enfant? Le ton d'Henry était ferme, nous suivons la procédure habituelle lorsque la santé d'un élève est menacée. Isabelle ne dit rien de plus. Elle pivota sur ses talons et tira brutalement Clara vers la porte. Le cœur de Martha se serra à cette vue, les yeux de Clara brillaient de terreur, comme si le châtiment l'attendait simplement pour avoir été blessée. On ne peut plus la laisser souffrir, murmura Martha à Lucy. Il faut agir tout de suite. Lucy hocha la tête, solennelle. Je vais signaler l'incident au bureau de santé du comté. Tu vas te présenter au service de l'éducation. On devrait être prêt à collaborer avec les services de protection de l'enfance. Cet après-midi-là, le docteur Miller a appelé l'hôpital pour enfants de Chicago. Ici le docteur Peter Miller, de la clinique de l'école élémentaire Lincoln. Je dois transférer une patiente de 7 ans, Clara Smith. Elle présente des signes de blessures prolongées, peut-être de maltraitance. Une petite ambulance blanche s'arrêta devant l'école, des visages curieux scrutant la route par les fenêtres et les portes. À l'intérieur, Clara était assise, recroquevillée au fond, silencieuse, le regard rivé sur le trottoir. À côté d'elle, mademoiselle Martha et l'infirmière Lucy serraient ses petites mains, offrant un réconfort muet à l'enfant effrayé. À l'hôpital pour enfants de Chicago, le docteur Lewis Roberts, pédiatre fort de plus de 20 ans d'expérience, venait de terminer sa garde lorsqu'il reçut l'appel. Ce n'est pas ordinaire, murmura-t-il. Préparez la salle d'examen numéro 4. Une interne de 2e année, Agnès Moore, entra précipitamment, son dossier clinique serré à la main. L'infirmière dit que ses mains sont couvertes de blessures multiples, avec du pus et aucune réaction douloureuse normale, expliqua Agnès. Le regard de Roberts s'assombrit. Il faut être doux. Clara fut amenée. Roberts s'agenouilla pour la regarder à hauteur d'œil. Salut, ma puce, je suis le docteur Louis. J'ai juste besoin d'examiner ta main un instant. Ça ne fera pas mal, promis. Clara la fixa, silencieuse et sans ciller, jusqu'à ce qu'elle sorte enfin sa main bandée dessous sa manche. Agnès et Roberts échangèrent des regards tendus. La peau, des articulations jusqu'au lit de l'ongle, était rouge et gonflée. Roberts retira la vieille gaze tachée de sang. Agnès halta, désignant une petite lueur sous l'ongle. Docteur, quelque chose de brillant. Roberts enfila des loupes et utilisa une micro-pince à épiler pour soulever légèrement l'ongle. Clara trembla, mais ne pleura pas. Tout va bien, ma chérie. J'ai presque fini. Il en extraya un fin éclat de verre, d'accent grave peine 2 mm de long. Du sang coula encore. Préparez la salle de chirurgie mineure, ordonna doucement Roberts. Il faut nettoyer tout ça à fond et prévenir les services sociaux. C'est la preuve d'une maltraitance systémique. 3 heures plus tard, sous sédation légère, Roberts, Agnès et le docteur James Rogers, anesthésiste,
travaillaient au bloc opératoire. Un par un, ils retirèrent 12 fragments en plastique dur, verre, et même métal ultra fin des 8 doigts de Clara. Roberts fixa les morceaux rassemblés sur le plateau en métal. Aucun enfant ne ferait ça aux deux mains par accident. C'est intentionnel. La voix d'Agnès tremblait. Elle n'a pas pleuré. Comment a-t-elle pu endurer une telle douleur, et rester silencieuse? La réponse de Roberts était rauque. Parce qu'elle y est habituée. Il se redressa. Nous avons besoin d'un psychologue spécialisé en traumatologie immédiatement. À son réveil, Clara s'assit tranquillement sur son lit d'hôpital, les mains soigneusement bandées et posées sur des coussinets moelleux. Agnès s'approcha et posa un verre de jus d'orange sur la table. « Veux-tu en boire une gorgée ?» Clara secoua la tête. « Je m'appelle Agnès, » dit doucement la résidente avec un léger sourire. « Je ne suis pas là pour vous faire souffrir, je suis juste là pour rester un moment avec vous. » Clara leva les yeux, ses grands yeux reflétant l'épuisement et la peur, comme un petit animal toujours à l'affût de la prochaine menace. « Si tu ne veux pas parler, on peut dessiner. »« Tu aimes dessiner ?» Clara prit un marqueur vert et commença à esquisser. Lentement, une main prit forme sur la page, mais au lieu de doigts doux, chaque doigt était pointu comme une aiguille, dégoulinant de gouttes d'un rouge vif. Agnès observa le dessin de Clara et demanda doucement « Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait mal aux mains ?» Clara garda le silence. Quelques instants plus tard, le docteur Roberts entra dans la pièce et se plaça doucement à côté d'elle. « Clara, je vais te poser une question. Si tu ne veux pas parler, hoche la tête ou secoue la tête. Est-ce que quelqu'un t'a fait ça ?» Clara leva les yeux au plafond, puis secoua doucement la tête. Le docteur Roberts et Agnès échangèrent un regard. Cette image s'était profondément ancrée dans la psyché de Clara comme une cicatrice cachée. Quelques heures plus tard, Martha fut convoquée dans le bureau du docteur Roberts. « Nous avons extrait 12 fragments, la plupart en verre, » rapporta-t-il d'une voix grave. Il y avait une infection importante sur plusieurs doigts, et Clara montrait clairement des signes de manque au toucher. Martha resta figée. « Mademoiselle Martha, vous devrez soumettre un rapport d'incident détaillé, en précisant notamment tout comportement anormal observé à l'école, » poursuivit le docteur Roberts. La voix de Martha tremblait lorsqu'elle répondit « Oui, je le fais tout de suite. » Je me doutais de quelque chose depuis un moment. Mais ses paroles hésitaient. « Nous transmettrons notre rapport aux services sociaux, » dit lentement le docteur Roberts. « Cette affaire nécessite une enquête immédiate. » Agnès s'avança et Clara demanda d'une voix douce si elle pouvait voir mademoiselle Martha un instant. Martha entra dans la chambre d'hôpital de Clara et la trouva assise contre un oreiller, ses petites mains enveloppées de bandages blancs immaculés, soigneusement posées sur ses genoux. « Bonjour, mademoiselle Martha » murmura Clara, puis détourna le regard. Martha s'assit à côté d'elle, veillant à ne pas la toucher. « Clara, si jamais tu veux partager quelque chose, hoche la tête ou cligne des yeux, comme tu le sens. » Clara leva les yeux, ses yeux étaient rouges et gonflés, mais une lueur de clarté brillait. « Je ne veux pas que quiconque voie mes mains. Elles sont moches. »« Non, Clara, » murmura Martha d'une voix chaleureuse. « Elles ne sont pas laides. Tu es incroyablement courageuse. Tes mains sont belles parce qu'elles ont tant enduré et sont restées fortes. » Une larme coula sur la joue de Clara, pour la première fois, elle laissa la main de Martha planer sur les bandages sans broncher. Ce soir-là, le rapport médical et les images des objets incrustés furent envoyés directement aux services régionaux de protection de l'enfance de Chicago. Au 3e étage de l'hôpital pour enfants de Chicago, le docteur Lewis Roberts déposa le dossier sur son bureau. Son regard se fixa sur la ligne en gras, multiples lésions des tissus mous, infection aiguë, 12 objets incrustés sous le lit de l'ongle aux suspicions de maltraitance. « Il faut prévenir les services sociaux immédiatement, » dit-il à Agnès, debout près de la fenêtre. « Je l'ai déjà fait, monsieur. Ils envoient quelqu'un ce matin, Alexander Parker. Il est spécialisé dans les affaires de maltraitance infantile. » Le docteur Roberts murmura intérieurement, « Je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment une enfant de 7 ans a-t-elle pu endurer tout ça aussi longtemps sans dire un mot ?» Agnès murmura en retour, parce que personne ne l'écoutait. Ce même matin, dans le hall de l'hôpital, Isabelle entra grande, mince, vêtue d'un manteau sombre. Son regard scrutait la pièce comme à la recherche d'une menace. Lorsque la réceptionniste lui demanda pour qui elle était venue, Isabelle répondit sèchement, « Je suis la mère de Clara Smith. Vous m'avez appelé. » Alexander Parker attendait déjà dans la salle d'accueil attenante,
à côté d'un tableau blanc indiquant « Bureau de soutien aux familles, département de la protection sociale ». Isabelle entra sans même saluer. « De quoi m'accusez-vous » lança-t-elle. Alexandre se leva et lui tendit la main. « Bonjour, mademoiselle Isabelle. Je m'appelle Alexandre. Je suis ici simplement pour mieux comprendre la situation et assurer la sécurité de Clara. » « Ma fille n'a besoin de la protection de personne, » rétorqua Isabelle. « Je l'ai élevée seule pendant 7 ans. Nous respectons votre dévouement, mais Clara est en détresse physique et émotionnelle, elle a besoin de soins particuliers. » Isabelle croisa les bras et ricana. « C'est juste une enfant faible qui se ronge les ongles jusqu'au sang. Maintenant, c'est ma faute. As-tu seulement des enfants? Sais-tu ce que c'est que d'en élever un seul? » Alexandre garda un ton calme. D'après son dossier médical, Clara a déjà été hospitalisée 2 fois pour des infections des mains. Vous avez mentionné « chute » à chaque fois. Était-ce vrai? Oui, répondit vivement Isabelle. Les enfants tombent tout le temps. Vous faites comme si on la torturait. Alexandre déposa un document sur la table. Ce sont des images de la dernière petite opération, 12 morceaux de verre et de plastique dur, certains profondément incrustés sous les ongles. Ils n'ont pas pu lui tomber entre les mains par accident. Isabelle se tut, les jointures blanches sur les accoudoirs. Il poursuivit d'une voix douce mais ferme, « Nous avons aussi des notes de mademoiselle Martha. Elle a tenté à plusieurs reprises de vous parler du comportement de Clara, et vous avez toujours refusé. Je travaille. Je n'ai pas le temps de bavarder avec les professeurs, » rétorqua Isabelle. Puis, plissant les yeux, elle demanda, « Tu peux me parler du père de Clara ?» Alexandre changea de sujet. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui vit actuellement avec toi et Clara? Isabelle hésita, puis détourna le regard. Oui, admit-elle. Un ami, pas un parent. Il leva les yeux, d'un ton direct. Avez-vous déjà vu quelqu'un blesser Clara, ou soupçonné que quelqu'un lui fasse du mal? Non, rétorqua Isabelle. Elle est juste trop sensible. Et alors, qu'en est-il de son refus de laisser quiconque voir ses mains, ou de ses tremblements lorsqu'on les touche, demanda doucement Alexandre. Elle n'aime pas les étrangers, répondit Isabelle. Elle a toujours été comme ça. Alexandre se leva, la voix ferme. Mademoiselle Isabelle, ce n'est pas un tribunal. Je suis là pour vous aider. Mais si vous persistez à nier et à refuser de coopérer, nous n'aurons d'autre choix que de placer Clara dans un centre spécialisé et vos droits de garde seront restreints. Isabelle explosa, « Tu n'as aucun droit. C'est ma fille. Nous avons toute légitimité, en vertu de la loi américaine, pour la protéger de tout danger potentiel. » Un infirmier entra, escortant Isabelle. En partant, elle se tourna vers Alexandre, le regard noir, mêlé de haine et d'une pointe de peur. Ce soir-là, dans la salle de repos du personnel, Martha et Lucie étaient assises à boire du thé. « Que penses-tu de la mère » demanda Lucie, le regard pensif. « Je ne la comprends pas » répondit Martha. Son regard est vide ni en colère, ni triste. On dirait qu'elle est vivante, sans émotion. Peut-être qu'elle aussi a été victime autrefois, murmura Lucie. Mais ça ne justifie jamais de faire de son propre enfant la prochaine victime. Pendant ce temps, le docteur Roberts tapait les dernières lignes du rapport destiné aux services sociaux. L'intitulé était en gras, « Demande d'enquête urgente au soupçon de maltraitance infantile, Clara Smith, 7 ans. » Il marqua une pause, puis alluma l'imprimante. Au bout du couloir, Alexandre apparut, un nouveau dossier à la main. Il le déposa sur le bureau de Robert. « Je peux me tromper, docteur, dit-il doucement, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça, pas seulement la mère. » Le lendemain matin, Alexander Parker arriva à l'école élémentaire Lincoln en compagnie du chef de police David Carter, responsable des enquêtes locales sur les maltraitances infantiles. Martha accueillait les élèves à l'entrée lorsqu'elle vit les 2 hommes s'approcher, l'air grave. « Mademoiselle Martha, je suis David Carter », dit l'homme d'une quarantaine d'années en lui tendant la main. « J'ai besoin de votre aide pour recueillir plus d'informations sur le milieu familial de Clara. »« Je suis prête », répondit Martha, la détermination brillant dans ses yeux. « Je veux juste que tout soit révélé au plus vite. » Alexandre ouvrit son carnet. « Nous avons décidé de séparer temporairement Clara de sa mère et de la placer à la crèche du comté. Mais il y a des signes que quelqu'un d'autre pourrait être impliqué. » David hocha la tête, le regard fixe.
J'ai contacté le conseil de quartier où vivaient la mère et la fille. Quelqu'un m'a donné un nom, Damian. Il vit dans la même maison qu'Isabelle. Martha fronça les sourcils. Ce nom n'a jamais été évoqué dans mes conversations avec Isabelle. Pas étonnant, répondit doucement Alexander. Elle évite de parler de sa vie privée. David a ouvert un dossier. Damian Phillips, 39 ans, travaille comme mécanicien moto dans un petit garage à 5 pâtés de maison de chez eux. Il a un casier judiciaire, violence conjugale contre son ex-petite amie en 2016. Rien de grave, mais à signaler. Martha serra les poings. Je m'en souviens. Une fois, j'ai vu un homme barbu aux vêtements graisseux prendre Clara dans ses bras, mais elle ne l'a jamais appelé papa. Elle lui a juste jeté un coup d'œil et s'est précipitée dans la voiture. David tapota son stylo. On va aller vérifier dans le quartier. Connaissez-vous quelqu'un dans le coin? Oui, répondit Martha en s'adoucissant. Madame Marie, une femme âgée qui habite de l'autre côté de la rue. Elle discute souvent avec les élèves le matin. Moins d'une heure plus tard, David et Alexander se tenaient devant l'appartement du rez-de-chaussée du vieil immeuble où Isabelle et Clara avaient vécu. Madame Marie les accueillit à la porte, appuyée sur sa canne, le visage las. « Tu es avec la police ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit gentiment David. « Je suis le chef David Carter, et voici monsieur Alexander des services sociaux. Nous devons vous interroger sur l'homme qui vit avec Clara et sa mère. »« Tu veux dire Damian ?» renifla Madame Marie. « Ce type m'a fait flipper dès la première fois que je l'ai vu. »« Pourriez-vous développer ?» demanda David. « Il ne salue jamais personne. Toujours grincheux, il hurle. J'ai entendu Clara pleurer plusieurs fois la nuit. Une nuit, après 11 heures, il y a eu des bruits de meubles qui s'entrechoquaient. As-tu déjà vu Damian interagir directement avec Clara ? Demanda Alexandre. Bien sûr. Un jour, la fille a laissé tomber une brique de lait dans le couloir et s'est mise à pleurer. Damian est sorti, sans rien dire, il l'a juste attrapée par le bras et l'a traînée à l'intérieur comme un sac poubelle. Elle était pâle comme un linge. David a soigneusement tout noté. Sais-tu comment Isabelle a réagi quand il a traité sa fille comme ça? Madame Marie haussa les épaules affaissées. Comme une ombre qui suivait cet homme, Isabelle ne disait rien. Cette fille aussi avait arrêté de sortir, elle jouait avec les autres enfants, mais depuis quelques mois, plus rien. Alexandre hocha la tête et remercia Madame Marie. Se tournant vers David, il dit « Nous devons confirmer le lieu de travail de Damian. » Ils arrivèrent au garage de Mike, à la sortie de la ville, dont le vieux toit en tôle vibrait tandis que les moteurs vrombissaient à l'intérieur. En franchissant la porte, ils aperçurent un homme accroupi sous une moto, une salopette graisseuse lui collant comme une armure. « Damian Phillips ?» cria David. L'homme leva les yeux, plissant les yeux, puis grogna « Qui demande ça ? Je suis le chef David Carter, et voici monsieur Parker des services sociaux. Nous aimerions vous poser quelques questions sur Clara Smith, la fille d'Isabelle. » Damian se leva, s'essuyant les mains sur un chiffon sale, le regard plein d'arrogance. « Ce n'est pas ma fille. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alexandre prit la parole, la voix mesurée. « Clara est actuellement soignée à l'hôpital pour de graves blessures aux mains. Nous avons des raisons de croire que vous avez été en contact régulier avec elle. » Damian haussa les épaules. « Oui, j'habite là-bas. Ça ne veut pas dire que je l'ai touchée. » David a poursuivi, « Nous avons des témoins qui affirment que vous l'avez traînée dans l'appartement, que vous lui avez crié dessus et que vous avez cassé des objets. L'enfant présente des signes psychologiques de coercition et de peur constante. » Damian ricana. « Tu écoutes les vieilles curieuses, maintenant ? Je discipline les enfants à ma façon. S'ils font des bêtises, ils sont punis. C'est tout. » Quel genre de punition ? Le ton de David devint froid. En la forçant à lui fourrer du verre dans les mains ? Le visage de Damian s'assombrit. « Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. J'ai du travail, on a fini ?» Alexandre s'avança. « Damian, si tu ne coopères pas, nous te ferons une convocation officielle. Clara a mentionné ton nom pendant la thérapie. » La mention de Clara le fit s'arrêter un instant, puis il explosa. « Cette gamine ment. Elle délire. » David recula, les yeux rivés sur lui. « Nous allons visionner les images de sécurité du bâtiment. S'il y a des preuves d'abus, vous serez poursuivi pour mise en danger d'enfant. » Damian pointa Alexandre du doigt.
Et cette folle d'Isabelle, pourquoi ne la blâmes-tu pas? Elle m'a tout laissé, et maintenant tu me fais porter le chapeau. La voix d'Alexandre était sèche. Parce qu'elle a laissé faire, elle aussi devra en rendre compte. David tendit une enveloppe à Damian. Ceci est une assignation à comparaître. Présentez-vous au commissariat de police demain. Si vous ne vous présentez pas, nous viendrons vous chercher. Alexandre ajouta doucement, as-tu vu ses yeux quand il a entendu le nom de Clara? Oui, répondit David à voix basse. Pas de peur, mais de rage. Elle a parlé cet après-midi-là. L'équipe de David a visionné les images de surveillance de l'immeuble. Une vidéo, datant de 2 semaines auparavant, montrait Damian tirant Clara d'une moto et la tirant par le bras à l'intérieur de l'immeuble. Elle trébucha, faillit tomber en pleurant, mais il ne s'arrêta pas. Isabelle la suivait, la tête baissée, sans rien dire. Alexandre, regardant la vidéo, serra le poing. Ça suffit. Il nous faut un mandat. À la crèche temporaire de Chicago, Clara avait été transférée dans une salle de thérapie spéciale. Les murs étaient peints d'un bleu apaisant, baignés de lumière naturelle et une atmosphère de paix, loin du reste du monde. Dans un coin, Beth, psychologue pour enfants, avait installé des crayons de couleur, des figurines en bois et une planche à dessin. Réputée pour sa patience, Beth avait travaillé avec de nombreux enfants ayant survécu à de graves traumatismes. Aujourd'hui, c'était sa première séance avec Clara. « Salut Clara », dit doucement Beth en s'installant sur le tapis en face de la petite fille recroquevillée dans un coin. « C'est une belle journée, tu ne trouves pas ?» Clara hocha légèrement la tête, ses yeux se posèrent sur la fenêtre avant de se baisser à nouveau. Ses mains étaient toujours soigneusement bandées. « Je t'ai apporté des petits jouets », continua Beth en lui tendant un lapin en peluche vêtu d'une robe violette. « Elle s'appelle Leia, mais elle n'a pas encore de maison. Tu pourrais peut-être lui en dessiner une. » Clara resta silencieuse. Beth ne la pressa pas. Elle s'assit tranquillement à côté d'elle, ouvrit la boîte de couleurs et commença à dessiner une petite maison au toit rouge, puis posa le crayon. « Tu sais, » dit Beth au bout d'un moment, d'une voix douce, « tout le monde ici aime les histoires. Quand on a un nouvel ami, je lui demande toujours, si tu avais un vœu à faire, lequel ?» Les lèvres de Clara remuèrent légèrement. Pour ne pas ressentir la douleur. Beth la regarda, les yeux remplis de compassion. « Qui t'a fait du mal, Clara ?» La question restait en suspens. Clara ne bougea pas. Un instant plus tard, elle prit un crayon rouge et dessina une main mais au lieu de doigts normaux, chaque doigt était une épine transperçant la paume. Beth hocha la tête d'une voix calme. « À qui est cette main, ma chérie ?» Clara murmura, à peine audible, « à moi. »« Pourquoi y a-t-il des épines ?» insista doucement Beth. Clara déglutit et baissa les yeux. « J'ai fait quelque chose de mal. Il faut que je m'en souvienne. » Beth retint son souffle. « Qui t'a dit de te souvenir ?» Clara ne répondit pas. Elle s'enfonça simplement plus profondément dans son coin. Beth comprit, elle ne pourrait pas aller plus loin le premier jour. Beth est revenue le lendemain, puis le surlendemain. À la 4e séance, Clara utilisait enfin les ciseaux sans trembler. Beth a réessayé. « Clara, dit-elle doucement, l'autre jour, tu as dit, quand tu fais quelque chose de mal, tu dois te rappeler qui t'a appris ça. » Clara hésita, puis prit une petite photo imprimée que Beth lui avait fournie, une photo d'un homme tenant un tournevis. Clara secoua la tête. « Pas lui. »« Mais comme ça. » Beth demanda doucement, « Quel est son nom ?»« Damian, » murmura Clara. Beth l'a noté attentivement, puis a demandé, « Que t'a-t-il dit de faire lorsque tu avais peur ou que tu faisais une erreur ?» Clara serra les poings. « Punir. »« Quel genre de punition t'a-t-il infligé, ma chérie ?» La voix de Clara tremblait. « Des petits morceaux. J'ai dû les mettre moi-même. » Beth sentit son cœur s'arrêter. « Quel genre de pièces ? » Du verre, ou du plastique, s'étrangla Clara. « Si je ne le faisais pas, il frapperait ma mère. » Les yeux de Beth se remplirent de larmes. « Tu savais que ta mère était blessée ?» Clara hocha la tête, d'une voix à peine murmurée. Elle a dit qu'elle n'était pas assez forte. Si elle protestait, il partirait. Elle avait peur. Beth retira ses lunettes et essuya ses larmes en silence. Dans son dossier, elle écrivit « L'enfant confirme avoir été contraint à l'automutilation sous la menace, l'adulte et son entourage étaient au courant, mais ne sont pas intervenus. »
Cet après-midi-là, Beth a rencontré d'urgence le docteur Roberts et Alexander Parker. Nous avons des révélations claires de la victime, rapporta Beth, les yeux brûlants. Clara avait peur de prononcer le nom de Damian, car il lui avait dit que si jamais elle parlait, il ferait du mal à sa mère. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Isabelle savait donc et elle garda le silence. Je ne sais pas si c'était de l'ignorance, de la lâcheté ou de la complicité silencieuse, a admis Beth. Roberts tapota légèrement le bureau. Je fais ce métier depuis 30 ans, et je n'ai jamais vu une enfant endurer autant sans haine. Elle a juste peur, comme si tout était de sa faute. Alexander décrocha son téléphone. J'appelle le chef David. Il est temps d'élargir l'enquête et de porter plainte. Le chef David Carter arriva le soir même avec le mandat d'arrêt officiel. Il se tourna vers Anna. Je dois recueillir la déposition de Clara sous la supervision de son thérapeute. Est-ce possible? Anna répondit, seulement si elle le veut bien. Dans la pièce tamisée, David s'assit à côté de Clara et Beth. L'agent David est un ami de mademoiselle Beth. Aujourd'hui, je voudrais juste que vous me disiez quelques petites choses pour apaiser ma peur. Clara jeta un coup d'œil à Anna, puis hocha légèrement la tête. Tu te souviens de la première fois où Damien t'a fait mettre quelque chose sous tes ongles? Oui, murmura Clara. Quand j'ai renversé un bol de riz. Qu'a-t-il dit après ça? Demanda doucement David. Si je ne m'en souvenais pas, je continuerais à faire des bêtises, murmura-t-elle. Il m'a donné un petit bocal avec des objets pointus et m'a dit de les mettre dans mes doigts. David a demandé, l'as-tu fait? Clara hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, parce que maman était là et elle n'a rien dit. Beth entoura Clara de ses bras et la berça doucement. Tu es si courageuse, ma chérie. Tu as si bien réussi. David hocha la tête. Ça suffit. Je n'ai besoin de rien d'autre. C'est une déclaration parfaite. Le lendemain matin, Clara a été emmenée pour un dernier examen médical afin de compléter le dossier médico-légal. Tout ce qu'elle avait enduré, les fragments de verre et de plastique sous sa peau, les lésions tissulaires, l'inflammation chronique a été documenté avec une précision poignante. Le dossier en main, Alexander se tourna vers Roberts. Tu sais, quand Clara a dit qu'elle s'était fait mal pour que sa mère ne se fasse pas battre, j'ai eu envie de frapper un mur. Roberts serrait fermement son sac. La colère ne suffit pas. Il est temps que justice soit faite. La pluie s'abattait sur le toit du commissariat de police de Chicago. Le chef David Carter et l'adjointe Martha Lewis, debout devant un écran d'ordinateur, regardaient la dernière vidéo de surveillance. Sur la vidéo, Damien descendait de sa moto, saisissait fermement Clara par le poignet et la traînait dans un couloir sombre. Pose ici, dit David, et Martha appuya sur le bouton. L'image se figea dès que Clara se retourna, ses yeux se figeant dans un tableau de peur et de désespoir. Tu vois sa main, murmura Martha. Elle le lève comme pour se protéger le visage, un réflexe instinctif pour se protéger, observa David, les poings serrés. Le mandat d'arrêt a été approuvé ce matin. Nous intervenons cet après-midi, avant qu'il ne puisse quitter la ville. À 17h, le garage El Toro était silencieux sous son toit en tôle, seuls quelques véhicules y étaient garés. Damien rangeait ses outils lorsque la porte s'ouvrit. 3 agents entrèrent, David emmenant Martha de près. Damien Phillips, cria fermement David, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfant, blessure grave et coercition psychologique. Damien se figea, tenant toujours une clé à molette. Quelle preuve as-tu? Le témoignage de la victime, les preuves matérielles, les enregistrements vidéo et les rapports médicaux, a clairement déclaré Martha. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous traduire en justice.